Salut à tous, on se retrouve sur la chaîne Apprenons la cybersécurité pour continuer à approfondir nos notions de cryptographie. Alors aujourd'hui on va parler de logique booléenne et de XOR et on terminera par un petit CTF que je vous ai fait maison. Vous verrez, ça sera amusant. Alors la logique booléenne c'est quoi? C'est vraiment quelque chose qui est au cœur des programmes informatiques qu'on va retrouver partout. On en a d'ailleurs déjà croisé un peu dans nos programmes JavaScript, mais il est temps de clarifier tout ça. En fait, c'est tout simplement une façon de combiner des propositions qui peuvent être vraies ou fausses. Et pour faire ça, on a des opérateurs de logique. Il y a quatre opérateurs de base. Le et, alors en anglais c'est and, et souvent on va retrouver la notation et commercial et commercial. Le ou, en anglais c'est or, et la notation c'est le double pipe. Le non, en anglais le not, et point d'exclamation. Alors, ces notations peuvent varier de langage entre les langages, mais c'est les plus courantes. Et le quatrième, c'est le OU exclusif ou le XOR. Alors, si on détaille un petit peu chacun de ces opérateurs, le AND, il va nous retourner la valeur vraie seulement quand les deux éléments sont vrais. Par exemple, A et B sera vrai uniquement si A est vrai et que en même temps B est vrai. A ou B sera vrai si au moins l'un des deux est vrai. Donc soit A est vrai, soit B est vrai, soit les deux sont vrais. Note A, c'est tout simplement le contraire de A. Donc si A est vrai, note A sera faux. Et le XOR, c'est un OU exclusif, c'est-à-dire que A XOR B sera vrai seulement si l'un des deux est vrai, mais pas les deux à la fois. Donc c'est pas pareil que le OU normal, c'est un OU exclusif. Bon, je vous ai mis un petit tableau ici récapitulatif avec les valeurs de A et de B. Donc on voit par exemple que A et B n'est vrai que quand les deux sont vrais, alors que A ou B est faux que quand les deux sont faux. Note A, ben, c'est le contraire de A, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, hein. Donc quand A est faux, ben, note A est vrai, et quand A est vrai, note A est faux. Quant à A XOR B, il faut que A et B aient des valeurs différentes pour que ce soit vrai. Donc quand c'est la même valeur, par exemple faux, faux, alors A XOR B sera faux, vrai, vrai, A XOR B sera faux. Par contre, vrai, faux ou faux, vrai, A XOR B sera vrai. Voilà pour la théorie de base. Ça, c'est vrai sur des propositions. Mais dans les ordinateurs, vous savez qu'on manipule des octets, des bits, et on a des opérateurs qui vont s'appliquer justement bit à bit. Donc les notations sont un petit peu différentes. Le et souvent c'est un et commercial, alors que le ou bit à bit ça va être une seule barre et le XOR bit à bit ça va être l'accent circonflexe. Donc ici qu'est-ce que ça donne? Si je fais A et B, donc là 0 et 0, ah oui alors chose très importante, le 0 est considéré comme valeur fausse et le 1 comme valeur vraie. Donc 0 et 0, ça veut dire faux et faux, ça fait faux. 1 et 0, bah, ça fait 0, puisque ça fait vrai et faux. Là, c'est faux et vrai, donc c'est pas bon. Alors que là, vrai et vrai, bon, bah, ça fait bien vrai. Donc 1 et 1, ça fait bien 1. Voilà, donc on reproduit la même chose ici, et on voit qu'il y a seulement le cas 1 et 1 qui donne 1. Pour le OU, donc pareil, le OU bit à bit, ça fait faux ou faux, c'est faux. Vrai ou faux, c'est vrai. Il suffit que l'un des deux soit vrai. Et là, on voit que quand les deux sont vrais, ben, le résultat est vrai. Et maintenant, sur le XOR. Donc le XOR, on a dit qu'il était vrai uniquement quand les deux valeurs sont différentes. Donc là, 0 XOR 0, ben, ça fait 0, puisque les deux valeurs sont les mêmes. Alors que dans les deux bits suivants, on voit qu'ils ont une valeur différente, donc ça vaut bien 1. Et pareil, hein, quand 1 XOR 1, ça fait 0. Voilà, on verra que le XOR est très très utilisé en cryptographie pour certaines raisons qu'on verra juste après. Alors, les propriétés de ces opérateurs. Il y a quelques propriétés à avoir en tête qui sont très pratiques quand on fait de la programmation ou tout simplement pour comprendre les raisonnements. La double négation, alors quand on nie deux fois une proposition, ben en fait on revient sur la valeur de vérité initiale.
Si A est vrai, alors note A est faux, alors note A est vrai. Donc note, c'est comme rien du tout en fait. Ensuite, on a des propriétés de base comme la commutativité, c'est-à-dire qu'on peut échanger l'ordre. A hors B, d'un point de vue logique, c'est exactement égal à B hors A. Pareil pour le AND et pareil pour le XOR. Alors par contre, attention, si c'est vrai d'un point de vue totalement logique, c'est pas forcément complètement équivalent d'un point de vue informatique. Parce que quand on fait une condition, par exemple if A hors B, alors je fais un traitement. Si la première valeur est vraie, alors la deuxième valeur, en fait, on s'en fiche, puisque vrai avec or quelque chose, ça sera toujours vrai. Donc dans ce cas-là, l'ordinateur n'est pas obligé d'évaluer la deuxième condition. Du coup, si vous avez une condition A qui met beaucoup de temps à être évaluée et une condition B qui met pas du tout de temps à être évaluée, il vaut peut-être mieux écrire B hors A plutôt que A hors B. Comme ça, dès que B, qui est très court à évaluer, est calculé à vrai, eh bien l'ordinateur s'arrête et il n'a pas besoin d'aller dépenser du traitement sur A. Bon. Donc d'un point de vue logique, c'est équivalent. D'un point de vue logique, c'est-à-dire au niveau des valeurs de vérité. Par contre, d'un point de vue efficacité en informatique, il faut parfois se poser des questions et vous verrez plus tard qu'on peut faire des attaques basées sur le temps, des time attacks dans des injections SQL. C'est très intéressant et on reviendra un peu sur ces notions. Alors après, on a des lois qui peuvent être utiles. La loi de De Morgan qui est très connue, c'est que la négation de A ou B, c'est note A et note B. Bon, je vous laisserai réfléchir là-dessus, mais en fait c'est très logique. Et pareil, la négation de A et B, c'est note A ou note B. Alors, quelques autres propriétés. C'est vrai qu'il y a une notion de priorité entre les opérateurs, mais c'est une notion qui n'est pas forcément toujours la même dans tous les langages, où parfois on peut se tromper. Donc, quand vous avez des expressions assez complexes, moi vraiment, je vous recommande d'utiliser des parenthèses. Même si c'est redondant avec la priorité des opérateurs, ça permet de clarifier. Et là, par exemple, on sait qu'on traite d'abord ça, ensuite ça, puis un AND entre les deux résultats. Donc, on a quelques opérations qui ne sont jamais utiles. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, le A hors vrai. En fait, c'est toujours vrai. Et le A AND faux, ben, ce sera toujours faux. Ensuite, il y a des langages dans lesquels le XOR n'existe pas. Mais heureusement, on peut écrire XOR avec une combinaison de AND, de OR et de NOT. Le A XOR B est équivalent à A OR B AND NOT A AND B. Alors ça peut paraître compliqué, mais si on relit en bon français, ça veut dire quoi? Le OU exclusif entre A et B, c'est l'équivalent de... Donc on sait qu'il faut que l'un des deux soit vrai, mais un seul des deux, pas les deux à la fois. Ben, c'est exactement ce qu'on marque là. A hors B, ça sera vrai si au moins l'un des deux est vrai. Par contre, on rajoute une deuxième condition, c'est que A et B, qui n'est vrai que quand les deux sont vrais, eh ben, que ça ne se produise pas. Donc les deux ne peuvent pas être vrais à la fois, mais il faut qu'il y ait au moins l'un des deux qui soit à la fois. Et du coup, tout ça combiné, ça nous donne bien un OU exclusif. Alors, quelques propriétés spécifiques au XOR, puisqu'on a dit qu'on allait l'utiliser en cryptographie. Le A XOR faux, pardon, c'est toujours A. Et le A XOR A, c'est toujours faux. Ça, c'est normal, hein, puisqu'on avait dit que le XOR, il était vrai uniquement quand les deux étaient différents. Mais A XOR A, par définition, les deux sont les mêmes, puisque A est identique à lui-même, donc ça fait toujours faux. Voilà. Quant à celui-là, alors on peut évaluer toutes les possibilités. Imaginons que A soit vrai. Ça fait A XOR faux, donc les deux sont différents, donc c'est vrai. Donc on est d'accord, on retrouve la valeur de A. Imaginons maintenant que A soit faux. Ça fait faux XOR faux, les deux sont identiques, donc le résultat c'est faux. Mais justement, A était faux. Donc on a bien une équivalence entre cette expression et ça. Et enfin, alors là, c'est la propriété qui est super importante, c'est le A XOR B XOR B, eh bien on retombe sur A.
Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je dis que A en fait c'est un message clair, que B c'est ma clé, si j'applique l'opération de transformation par un XOR sur mon message, donc je prends mon message, je fais un XOR avec la clé, j'obtiens un message chiffré que personne ne peut lire. Par contre, pour le déchiffrer, il suffit de refaire un XOR avec la même clé et on retombe sur le message. Ça, c'est très pratique. Alors justement, pourquoi on utilise XOR en cryptographie? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que le XOR est très efficace pour mélanger l'information. Quand on fait un XOR bit à bit, quand le résultat ça vaut 1, on n'a aucun moyen de savoir si euh, le 1 vient de la clé ou du message. C'est impossible. Et le XOR est aussi, d'un point de vue technique, une opération très simple, très peu coûteuse, très rapide, très peu coûteuse en ressources machines, je veux dire. C'est une seule instruction pour votre microprocesseur, donc il sait vraiment bien faire ça. Et du coup, un chiffrage qui va utiliser XOR va être assez efficace. Voilà, bien sûr, c'est pas non plus infaillible. Et en particulier, il faut bien choisir sa clé. Si vous choisissez une toute petite clé, enfin plus la clé va être petite en fait, plus votre sécurité va diminuer. Idéalement, il faudrait une clé de la même taille que le message à chiffrer, et alors là, ça sera un chiffre très très dur à casser. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut surtout pas réutiliser plusieurs fois la même clé pour chiffrer plusieurs messages. On va l'illustrer juste après. Et le dernier point, c'est que si vous choisissez une clé, il vaut mieux la choisir complètement aléatoire, parce que si dans votre clé, il y a, je sais pas, par exemple, si c'est une phrase en français, alors il y aura des corrélations, et vous savez que dès qu'il y a des corrélations quelque part, ça donne des indices, des angles d'attaque pour la cryptanalyse d'un message chiffré. Alors revenons sur le dernier point ici qui va nous intéresser tout particulièrement. Pourquoi ne doit-on pas chiffrer plusieurs messages avec la même clé, avec un XOR? Eh bien, regardons le petit exemple. Donc message 1 et message 2, ce sont deux messages que l'on veut chiffrer. C, c'est notre clé. Quand on chiffre le message 1 avec la clé, on obtient le message secret 1 qui s'appelle S1. Et pareil pour le message 2. Donc imaginons qu'on soit un méchant pirate comme d'habitude et que l'on intercepte les messages secrets 1 et 2 et on aimerait bien les déchiffrer. Bon, problème, on ne connaît pas la clé. Eh bien, on peut quand même faire des choses intéressantes parce que si on fait S1 XOR S2, ça c'est des informations qu'on a hein, puisqu'on les a interceptées. Alors, si je remplace S1 par sa valeur, d'un point de vue logique, c'était M1 XOR C, hein, j'ai juste remplacé là, et S2 c'était M2 XOR C. Et puis ce XOR là, on le retrouve entre les deux. Par des propriétés de commutativité et d'associativité, on peut changer l'ordre. On n'a que des XOR entre, donc c'est possible. On peut donc avoir M1 XOR M2 XOR et on met les deux C ensemble. Sauf que ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que A XOR A, c'est toujours faux. Donc C XOR C, ça sera faux. Et on a vu que quelque chose XOR faux, c'était quelque chose. Du coup, au final, on peut enlever le XOR faux. Et on se rend compte que le message secret, quand on en fait un XOR avec le deuxième message secret, eh bien en fait, le résultat, c'est la même chose qu'un XOR entre les deux messages clairs. Et donc au final, si on dispose de ça, on dispose de ça. Et là, on ne parle plus de clé. Votre clé a pu être aussi compliquée que vous voulez, aussi longue et aussi aléatoire que possible. De toute manière, avec nos deux messages, on a réussi à la faire disparaître par des manipulations. Et là, c'est la porte ouverte pour trouver des corrélations, puisque message 1 et message 2, ils ont vraisemblablement été écrits dans la même langue, ça va être des vrais mots, on va pouvoir faire des choses là-dessus. Voilà, donc la règle d'or, c'est une clé la plus longue possible, si possible de la taille du message, une clé choisie complètement aléatoirement, qui ne représente aucun mot connu dans aucune langue, et enfin surtout, ne jamais réutiliser deux fois la même clé. Avec ces trois éléments, votre chiffrage XOR est indéchiffrable. Ok,
Eh bien, faisons un petit CTF. Voilà, alors attendez, il n'est pas là, il est là. Voilà, je vous ai récupéré l'énoncé d'un petit CTF qui est le suivant. Je suis tellement sûr de ma clé que je l'ai utilisée pour chiffrer plusieurs flags en appliquant un XOR. Sauras-tu les retrouver? Donc voici les deux flags. Alors déjà, vu ce qu'on vient de dire, hein, il a utilisé plusieurs fois la clé, la même clé. Bon, c'est pas bon signe ça. Mais voyons voir ce qu'on va pouvoir faire. Alors, premier point, on se rend compte que ça là, ça reprend. Normalement, ça doit faire tilt dans vos têtes et ça ressemble à du bas 64. On avait déjà vu une vidéo là-dessus. Alors, pourquoi ici on nous donne du bas 64? Eh bien, c'est bizarre. Donc, on va s'empresser de. On va les. En fait, on va les décoder. Et ce qu'on va faire pour faire ça, on va se créer un petit outil. Alors, on pourrait faire en Python, on pourrait faire des tas de choses, mais comme on n'a pas encore vu Python, ça viendra dans une prochaine vidéo dans quelques temps. Mais pour l'instant, pour ne pas perdre ceux qui débutent en programmation, on va rester sur ce qu'on a déjà commencé à utiliser, c'est-à-dire du bon vieux JavaScript, qui présente aussi l'avantage, au-delà d'être assez simple, de nécessiter rien d'autre qu'un navigateur pour s'exécuter. Donc, je vais créer, comme la dernière fois, une petite page web dans laquelle on va écrire un script qui va nous aider à déchiffrer, on l'espère, les flags. Alors j'enregistre ça, donc je vais l'appeler CTF, voilà. Ok. Alors la première chose, ça va être de déchiffrer le bas 64. Donc je vais créer deux variables, donc let flag1, oups, euh, base 64 égale, et puis je vais copier la valeur du flag 1. Ça, on va le réutiliser plus tard. Voilà. Et ensuite, flag 2 en base 64, il valait ceci. Ok. Alors, comme d'habitude, il va nous falloir une petite section pour afficher le résultat. Donc, on va se créer ici une div. On va l'appeler avec un ID, alors div, pas diff. Voilà, affichage. Voilà, div. Très bien. Et maintenant, alors on va commencer à travailler. Et ce qu'on veut, c'est le flag 1, mais cette fois-ci, pas en bas 64. Donc le flag 1. Alors, comment on fait? Eh bien là, on va utiliser une première fonction JavaScript qui s'appelle a to b, c'est-à-dire une transformation d'une chaîne ASCII, puisque l'avantage de base 64, c'est de transformer n'importe quel flux binaire en une chaîne ASCII secure, donc avec des caractères qu'on est sûr de pouvoir afficher. Donc là, on passe de l'ASCII, des caractères sûrs, à du binaire, parce qu'en fait, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière là. Hop, voilà. Donc on va faire pareil. Let flag 2. Oups, qu'est-ce que je passe là? Flag 2 égale A to B. Voilà. Et on va mettre le deuxième flag. Alors en fait, celui-là, je vais même l'afficher. Je vais même l'appeler flag 1. Et ici, on va l'appeler flag 2. Voilà. Et puis, comme d'habitude, on va récupérer l'objet dans le document, donc getElement by ID. Donc flag 1, on va commencer juste par afficher flag 1. Voilà. Et donc, je vais lui dire inner text. Donc ça, c'est comme la dernière fois, hein, donc on ne réexplique pas trop. Et je vais lui afficher la valeur ici qu'il a calculée. Voilà, tout simplement. Voilà, alors, une petite faute de frappe ici, get element by ID. Voilà. Alors, je le lance et on va voir ce que ça donne.
Voilà. Alors là, vous voyez qu'il affiche des trucs un petit peu chelous. En fait, c'est normal, hein, enfin, il y a un certain nombre de caractères qui ne sont pas imprimables. Et je pense que c'est pour ça que dans l'énoncé, ils nous ont donné du base 64. Parce que s'ils nous avaient donné ces caractères non imprimables, ce n'aurait pas été très pratique. Ok, donc déjà, on a résolu un premier mystère, c'est pourquoi ils nous donnent du base 64. Très bien. Alors, comme du coup, on ne va pas pouvoir manipuler ces caractères non imprimables, on va en fait les transformer en binaire pour afficher les octets, tout simplement. Et comme ça, on pourra peut-être mieux voir ce qui se passe sur les transformations XOR. Alors, pour faire ça, je vais créer une fonction que je vais appeler transformer en binaire, tout simplement. On peut donner le nom qu'on veut, hein. Voilà. Alors, cette fonction, elle prendra bien sûr en paramètre une chaîne. C'est la chaîne que l'on veut transformer en binaire. Et elle nous renverra, eh bien, tout simplement, une liste de 0 et de 1. Alors, comment on fait ça? Eh bien, on va déjà transformer notre chaîne justement en une liste. Donc, je vais mettre liste de lettres. Alors, comment on transforme une chaîne de caractères en liste? Eh bien, c'est en la découpant, tout simplement. Mais en la découpant par rapport au caractère vide. Rien du tout. Voilà, donc ça me donne une liste de lettres. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va récupérer plutôt une liste d'octets. Alors, liste, je vais l'appeler liste octet, comme ça. Et comment je fais ça? Eh bien, pour chaque lettre de ma liste de lettres, je vais aller récupérer son code UTF-16, et je vais le mettre en base 2. Pour faire ça, on va utiliser une sorte de boucle. C'est en fait, pour chaque lettre, on va lui mapper une opération. Donc, je prends ma liste de lettres et je lui mappe la fameuse opération dont je viens de vous parler. Alors, cette opération, comment ça se passe? Je vais lui dire que chaque élément de ma liste, que je vais appeler une lettre, donc ça c'est encore une variable, je vais lui appliquer tout ce que je mets entre accolades. Et qu'est-ce que je vais lui mettre? Eh bien, je vais lui dire que je prends donc une lettre, je prends, comme on a dit, son char, alors son char code at 0, at 0 c'est-à-dire le premier élément, mais le premier élément d'une seule lettre, c'est la lettre elle-même. Ensuite, je transforme ça en binaire, donc je lui précise que c'est en base 2. Et alors là, il se pose un petit souci, c'est que ce qui va se passer là, c'est que il va me construire un binaire, mais il va considérer que les nombres à gauche, les zéros à gauche sont non significatifs. Par exemple, si mon octet c'est ça, voilà, et bien lui, il va virer tous les zéros à gauche parce que c'est pas significatif. Donc il va falloir qu'on fasse du padding. Et on va faire du padding, donc c'est pad start. Pourquoi start? C'est parce que c'est sur le début de la chaîne. Alors on pad jusqu'à combien de caractères? Ben, jusqu'à 8 puisqu'on veut un octet. Et on pad avec quoi? On pad avec des zéros. Voilà. Donc ça, c'est l'opération qu'on fait. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, on peut sortir. Donc je retourne tout ça. Très bien. Ensuite, ce qu'on veut, parce que là, on fait pour chaque octet, eh bien, on va coller notre liste d'octets pour avoir une chaîne complète. Alors, on fait ça. C'est l'opération inverse du split, en fait. Donc, je fais liste octet. Voilà. Je fais un join. Et dans un premier temps, pour y voir plus clair, on va mettre un espace entre chaque octet. Ce sera peut-être plus lisible.
Et ça, ben, j'ai qu'à le renvoyer, en fait, c'est le résultat de ma fonction. Ok, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester notre fonction. Donc ici, dans flag 1, on va plus mettre flag 1, mais on va mettre transformer en binaire de flag 1. Et on va voir ce que ça donne. J'enregistre ça, je retourne ici, je rafraîchis. Voilà, donc là, on a tous nos binaires, enfin tous nos octets, pardon, en binaire. On va pouvoir mieux visualiser les transformations par XOR. Alors, par contre, moi, ce que j'aimerais, c'est que ça soit sur une seule ligne. Alors, pour faire ça, il faut lui donner une petite indication de style dans la div, ici. Donc, je sais ce que je vais faire. Donc, hop, je vais lui dire style égal, hop, donc pour les white, white space, je vais lui dire no wrap. No wrap, c'est-à-dire ne retourne pas à la ligne, comme ça. Donc, je vais le copier tout de suite ici parce qu'on en aura probablement besoin tout à l'heure. Ok, alors voyons voir si ça marche. Je vais faire ça. Ok, donc il m'a tout mis euh, à la suite. Ok, comme ça on pourra les mettre les uns en dessous des autres. Très bien. Alors, ce qu'on peut faire maintenant, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va stocker ça dans des variables. Donc, on va avoir notre flag 1, mais cette fois-ci en binaire, qui sera égal à ça. Voilà. Alors, c'est pas glag, hein, c'est flag. Et notre flag 2 en binaire, qui sera égal à ça. Très bien. Ok, on avance. Alors, pourquoi je voulais faire en binaire? Eh bien, c'est tout simplement que comme on sait que les deux messages ont été chiffrés avec la même clé, moi j'aimerais bien faire un XOR entre les deux messages chiffrés de façon à me débarrasser de la clé, comme on l'a vu tout à l'heure dans la petite présentation. Du coup, eh bien, il va nous falloir une fonction XOR. Alors, on va se faire une petite fonction XOR manuelle. C'est parti. Donc, je l'appelle XOR. Voilà. Elle va prendre en paramètre deux chaînes, chaîne 1 et chaîne 2. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va déjà faire un premier test. C'est que le problème, c'est que si jamais les deux chaînes n'ont pas la même valeur, la même longueur, pardon, il va falloir répéter la chaîne la plus courte, en tout cas au moins partiellement, pour que on obtienne la même longueur que la chaîne la plus longue. Donc, comme on ne sait pas si chaîne 1 est plus long que chaîne 2, on va déjà commencer par faire ce petit contrôle. Pour faire ça, je vais mettre deux variables. Donc je vais mettre une chaîne que je vais appeler la chaîne la plus longue. Alors par défaut, je vais considérer que c'est chaîne 1. Et puis une deuxième variable que je vais appeler chaîne la plus courte. Et celle-là, je vais dire que par défaut, c'est chaîne 2. Et maintenant, je vais vérifier quand même. Donc je vais dire si la longueur de chaîne 2 est supérieure à la longueur de chaîne 1, eh bien, on va inverser tout simplement. Donc si la longueur de chaîne 2 est supérieure à la longueur de chaîne 1, ça veut dire qu'en fait c'est chaîne 2 qui est plus longue, donc on va inverser et je vais dire que la chaîne la plus longue, du coup ce sera chaîne 2 et la chaîne la plus courte, ce sera chaîne 1. Voilà, comme ça on n'aura pas de problème de longueur. Et à partir de maintenant, on va manipuler chaîne plus longue, chaîne plus courte. Ça n'a pas d'incidence puisqu'on a vu que A XOR B était égal à B XOR A. On a une commutativité, donc il n'y a pas de souci. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va parcourir chaque caractère de la chaîne la plus longue
On va vérifier si c'est le même caractère que celui de la chaîne la plus courte. Si c'est le même caractère, alors en sortie, on aura un 0 dans notre résultat. Et si c'est pas le même caractère, alors on aura un 1. Alors d'ailleurs, ça me fait penser qu'on aura besoin d'une variable de résultat. Donc, voyons voir, résultat, ce sera notre chaîne finale. Pour l'instant, c'est vide et on va la construire petit à petit. Donc, parcourons la chaîne la plus longue. Donc, comme d'habitude, let i égale 0, i strictement inférieur à la chaîne la plus longue, point length, i++. Donc ça, on l'a déjà vu plein de fois, c'est une façon de parcourir la chaîne la plus longue. Et là, on va tester. Donc, si le caractère sur lequel on se trouve dans la chaîne la plus longue, donc le ième caractère, si c'est le même que le caractère de la chaîne la plus courte, alors dans ce cas-là, eh bien, on peut concaténer dans le résultat, comme c'est la même, avec un XOR, quand c'est pareil, eh bien, ça sera 0. Sinon, ça veut dire qu'ils sont différents, donc ça veut dire qu'on peut concaténer un 1. Voilà. Alors, là, il reste un problème. C'est que la chaîne la plus courte, bah, a priori, elle est plus courte que la chaîne la plus longue, hein. Donc, à un moment donné, on va arriver à un certain indice où la lettre va exister dans la chaîne la plus longue, mais pas exister dans la chaîne la plus courte. Par exemple, si la chaîne la plus longue a 20 caractères et la plus courte en a 10, quand on va tomber sur le 11e caractère, pas de problème pour la chaîne la plus longue, mais pour la chaîne la plus courte, ça ne marchera pas. Donc on va recommencer au début de la chaîne la plus courte. Et pour faire ça, on va faire une petite opération de modulo pour lui dire que quand tu arrives à la longueur de la chaîne la plus courte, eh bien, tu redémarres au début de la chaîne la plus courte. Et ça, c'est l'opération de modulo qui nous permet de le faire. Alors n'oublions pas ici quand même de faire un return du résultat pour récupérer résultat. Voilà, pour récupérer le résultat de notre opération. Parfait. Du coup, nous, ce qu'on voulait afficher, c'était le XOR. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter ici une div que je vais appeler XOR. Et maintenant, on va afficher flag 1, flag 2, XOR. Donc, voilà, flag 1 et flag 2. Et maintenant, dans la div XOR, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre XOR entre. Alors d'ailleurs, en fait, on pourrait mettre directement ici flag 1 puisque on l'a mis dans une variable. Et ici, flag 2. Voilà. Et donc là, on fait un XOR entre flag 1 et flag 2. Et on va voir ce que ça nous affiche. Donc j'ai bien sauvegardé. Hop, je rafraîchis ici. Voilà. Donc la première ligne, c'est notre flag 1 chiffré. La deuxième ligne, flag 2 chiffré. La troisième, c'est le XOR. Alors, il y a juste un petit truc, c'est que là, il faudrait qu'on mette des espaces parce que sinon, ça ne va pas être aligné. Ok, bon, on va arranger ça, c'est pas de problème. Donc, on va se créer une petite fonction encore, hein. Fonction, comment je pourrais l'appeler? Séparer les octets, par exemple. Voilà. Séparer octet, qui va prendre en paramètre une chaîne en binaire, hein, de 0 et de 1, donc je vais appeler chaîne binaire par exemple. Voilà. Donc comme tout à l'heure, on prépare un résultat, let résultat, pour l'instant il est vide, et à la fin de notre fonction, on renverra notre résultat. Voilà. Qu'est-ce qu'elle va faire cette fonction? Alors c'est très simple, elle va juste
parcourir la chaîne de binaire, comme on l'a fait tout à l'heure avec une boucle for let i égale 0, i inférieur à la longueur de la chaîne de binaire. Alors, il y a certainement d'autres façons de faire, mais pour l'instant, on est sur de la programmation un petit peu naïve pour que ça reste bien simple, en tout cas le plus simple possible. Alors, pour chaque lettre, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va lui dire, si on est sur un multiple de 8, on va intercaler un blanc. Et pour faire ça, c'est tout simple. C'est si le reste dans la division entière de i par 8, donc encore un modulo, est égal à 0. Dans ce cas-là, résultat, je lui concatène un espace. Voilà, tout simplement. Alors ici, j'ai pas mis d'accolade parce qu'il n'y a qu'une seule instruction, donc c'est pas nécessaire. Par contre, ça c'est dans le cas où on intercale un espace dans le cas où on tombe sur un caractère sur 8. Mais dans tous les cas, il faut quand même concaténer la lettre en cours. Donc je concatène le im caractère de la chaîne binaire. Voilà. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que au lieu d'appliquer le XOR, je vais appliquer le XOR mais bien présenté. Voilà. Alors, est-ce que ça va marcher tout ça? Ça marche. Voilà, il nous a rajouté des espaces. Et alors là, du coup, on peut voir un petit peu aligner les flags chiffrés. Ok, donc je vais copier tout ça dans Notepad++ pour continuer notre analyse. Voilà. Ok, est-ce qu'on a tout? Oui. Ah, tiens, c'est bizarre, le dernier ici, le dernier, c'est pas un octet complet, alors ça, c'est très étrange. Il y a peut-être un petit problème quelque part. Hmm. Alors, on fait un XOR entre les deux flags binaires, ça c'est bon. D'accord, donc... Ah, ok, j'ai compris. Dans... Ok, donc ça c'est le flag binaire. Or, le flag binaire, on a appliqué une transformation en binaire. Mais dans transformation en binaire, ici, on a mis des espaces tout à l'heure pour pouvoir bien lire. Sauf que le problème, c'est que du coup, quand on a fait le XOR, il a pris en compte ce caractère espace. Donc, on va recommencer, mais sans l'espace. Parce que ça, c'est un caractère qu'on avait introduit tout à l'heure pour l'affichage. Sauf que quand on fait des opérations dessus, ben, bien sûr, ça a des conséquences. Alors par contre, du coup, maintenant, notre flag 1 binaire et notre flag 2 binaire, ils sont pas jolis puisqu'il n'y a plus les espaces entre les octets, mais comme on a notre super fonction séparée octet, maintenant on va s'en servir. Alors je rafraîchis. Voilà, déjà, est-ce que il a son dernier octet a l'air complet? Voilà, bon, c'est un petit bug. Très bien. Je vais mettre ça, donc ça, je le supprime. Je mets tout ça dans Notepad++. Voilà ce qu'on a. Alors, ici, on a quoi? Ça, c'est le message, c'est le flag chiffré, c'est le flag 1 chiffré. En dessous, on a le flag 2 chiffré. Et en dessous, on a le résultat du XOR. Alors, flag 2 chiffré. Bon, déjà, on va vérifier si c'est cohérent à peu près sur quelques octets. Donc là, ce sont les mêmes. Donc c'est pour ça que c'est 0 partout. Ça aussi, c'est les mêmes. Ah bah tiens, on constate que d'ailleurs, il y en a combien là? Il y en a 8 qui sont identiques. Donc les 8 premiers caractères des deux messages chiffrés sont identiques. Sauf que rappelez-vous, le XOR entre messages chiffrés et entre messages clairs auront le même résultat. Donc ça veut dire que les deux messages clairs commencent par les 8 mêmes caractères. On a déjà un premier indice qui va peut-être nous aider tout à l'heure. Alors prenons un caractère n'importe lequel vers la fin. Est-ce que le XOR est bien fait? 0 XOR 0, c'est bien 0, puisque les deux sont les mêmes. 1 XOR 0, ça fait bien 1. Celui-là, les deux les mêmes, ok.
Les deux sont différents ici et ici, donc on a bien des 1, ici aussi, et 0, 0. Ok, bon, ça semble plutôt cohérent, je pense que ça fonctionne. Très bien. Alors déjà, les informations qu'on a pu glaner, c'est qu'on a un flag avec 8 caractères. Les deux flags ont les 8 premiers caractères en commun. Mais on sait aussi que souvent les flags, ils sont de cette forme-là. Donc, il y a 7 caractères qu'on ne connaît pas, plus probablement une accolade ouvrante et probablement à la fin une accolade fermante. Ok, alors ben, on va commencer à travailler ici sur notre chaîne de caractères chiffrés. Je reprends flag 1. Ici, il y a une clé, mais on ne la connaît pas pour l'instant. Et ici, on a flag 1, mais cette fois-ci en clair. Et on suppose que le dernier caractère commun, c'est-à-dire celui-là, c'est l'accolade ouvrante. D'ailleurs, on va supposer aussi que le dernier caractère, tout au fond, ça va être l'accolade fermante. Alors rappelez-vous, par réversibilité du XOR, si je fais le XOR ici entre cet élément-là, qui est le message chiffré, et la clé, je tombe sur le message clair. Mais en fait, si je fais un XOR entre le message chiffré et le message clair, je retombe sur la clé. Alors du coup, on n'a plus qu'à trouver le binaire correspondant à l'accolade ouvrante, faire un XOR avec celui-là, et on aura le code de la clé, tout simplement. En tout cas, d'un caractère de la clé, peut-être pas la clé complète. Et pour faire ça, je vais demander à mon ami Gemini. Alors, quel est le binaire correspondant au caractère accolade ouvrante? Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que c'est ça. Ok, on est content. Donc ici, on va avoir, donc je vais me mettre là et on va dire, donc le chiffré ici et le clair. Là, le clair c'est l'accolade ouvrante, donc on vient de voir que c'était ça. Le chiffré c'était ça. Le XOR entre les deux, donc 0 XOR 0, ça fait 0. Ici, on est sur du 1, 0, 0, 1, 0 et 1. Voilà, ça, c'est l'élément de la clé qui a permis de chiffrer cet octet-là pour qu'on obtienne une accolade ouvrante. Maintenant, il reste à savoir à quoi ça correspond. Et donc là encore, on va demander à Gemini. Donc, à quel caractère correspond la chaîne binaire? Et c'est la lettre minuscule E. Ok, très bien. Donc ça, c'est un E. Donc déjà ici, on a trouvé un élément de la clé qui est le E. Parfait. On va refaire la même opération, mais cette fois-ci sur l'accolade fermante. Donc l'accolade fermante qui est ici. Donc ça, c'était le message chiffré. L'accolade fermante, on ne connaît pas encore, mais on va demander à Gemini. Alors, quel est le binaire pour accolade fermante? Voilà, celui-là. Donc le clair, on le connaît. J'ai pas copié, pardon. CTRL C, CTRL V. On va calculer le XOR. Donc là, c'est 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Et on va lui demander quel est le caractère correspondant. Alors attendez, parce que en fait, c'est le même qu'ici. Donc pas de chance, c'est aussi le E. Ok, bon bah du coup ça nous avance à que dalle.
pour l'instant en tout cas. Alors, je vais quand même le mettre ici, que c'est un E. Ok. Bon, donc là, on a exploité le flag 1 chiffré. Mais maintenant, on peut essayer d'exploiter la même chose sur le flag 2. Alors, je vais recopier mon flag 2 chiffré. Voilà. Donc la clé, pour l'instant, on ne la connaît pas. Et le flag de clair, on va essayer de le trouver. Donc déjà, ici, on va partir du principe que c'est aussi une accolade, hein, puisqu'on a vu qu'ils avaient même format. Donc bon, la clé, on sait que ici c'est le E. Très bien. Donc, je vais juste aligner, voilà, comme ça. Par contre, le flag numéro 2, il était un peu plus court que le numéro 1. Vous voyez, il se termine ici. Donc certainement que ça a été chiffré avec quelque chose de la clé pour aboutir à une accolade fermante aussi. Donc avec quelle lettre? Je ne sais pas, on va checker ça. Donc d'abord je mets ici l'accolade fermante. Et maintenant, on va faire donc, ça c'est notre message chiffré, c'était celui-là. L'accolade fermante, c'était celui-là. Alors déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt... Alors, je vais plutôt lui le remettre sur le deuxième. Donc le chiffré c'était celui-là, l'accolade fermante celui-là, et le XOR c'est quoi? Alors le XOR ici ça sera 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Alors déjà on est content parce que c'est pas le E qu'on avait trouvé tout à l'heure, c'en est un autre. Donc on a trouvé une deuxième lettre de la clé, reste à savoir laquelle. Donc quel est le caractère correspondant à... Et c'est un K. Ok. Donc ici, on sait que dans la clé, on est tombé sur un K, sur le dernier objet, le dernier octet, un K minuscule, et que ça a permis de chiffrer l'accolade fermante. Voilà, donc déjà là, qu'est-ce qu'on sait? On connaît deux lettres de la clé. Hein, dans la clé, on sait qu'il y a un E, il y a un K, alors on ne sait pas dans quel ordre, on ne sait pas combien, on ne sait pas non plus s'il y a d'autres lettres ou pas. Alors, comment on peut faire maintenant pour essayer d'avancer? Ben, ça pourrait être intéressant, un peu comme dans Wigner, d'essayer de trouver la longueur de la clé. Et là, il va falloir qu'on fasse quelques devinettes quand même. Alors, la première hypothèse qu'on peut faire, c'est que la lettre E n'apparaît qu'une seule fois dans la clé. Et du coup, on va pouvoir calculer, comme avec Wigner, les distances et calculer l'ensemble des possibles pour les longueurs de clé. Par exemple là, si on prend ici le E, donc on est sur une distance, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et sur le 11e, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Il y a 21 positions et après ça se répète. Donc, si le E n'apparaît qu'une seule fois dans la clé, alors la clé, elle aura une longueur, les longueurs possibles, ce sera soit 1, mais on peut l'exclure parce qu'on sait déjà qu'il y a deux lettres, donc ça c'est mort, soit 3, soit 7, soit 21. Puisque 3 fois 7, 21. Voilà. Après, les nombres d'après, ben, on ne peut pas les prendre en considération, parce que forcément, tout ce qui est plus grand que 21, ça ne rentrera pas. Alors malheureusement, sur le cas, on ne peut pas non plus faire d'hypothèse
de cette façon puisque on l'a trouvé qu'à un seul endroit. Donc, euh, c'est un petit peu embêtant. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Eh bien, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait étudier s'il y a des positions peu probables pour le E. Imaginons que je prends mon flag chiffré et je me dis, bon, la clé, c'est que des E. Comme la clé va se répéter, à certains endroits, ça va être correct, à d'autres endroits, ça va pas être correct. Mais du coup, on va peut-être pouvoir éliminer des positions du E. Et si on peut éliminer des positions du E, on va pouvoir éliminer des distances et donc peut-être réduire le champ des possibles en disant bah tiens, peut-être qu'une longueur 3 c'est pas possible parce que si la longueur était 3, alors le E tomberait sur un caractère chelou et donc c'est pas possible. On va le faire et on va voir ce que ça donne. Alors allons-y. Donc pour faire ça, je vais prendre le flag chiffré et je vais faire un XOR avec un E. Et donc on va utiliser notre petit outil qu'on a ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va afficher le résultat dans le XOR. On a dit qu'on voulait faire un XOR entre le flag 1 en binaire et la chaîne de caractères E, sachant que en fait il faut qu'elle soit en binaire. Donc il faut que je la transforme d'abord en binaire. Heureusement, on a notre petite fonction ici, donc je la transforme en binaire. Voilà. Et ensuite, pour que ce soit joli, on va faire séparer octet. Voilà, et le résultat, on va le mettre dans notre page HTML comme tout à l'heure. Alors, rafraîchissons et voyons voir ce que ça donne. Voilà, donc c'est la dernière ligne. Je vais la récupérer. En fait, moi, ce que j'aimerais savoir là, c'est à quel caractère ça correspond, pour qu'on puisse voir s'il y a des caractères plausibles ou des caractères pas possibles. Alors, voyons voir. Je vais demander à Gemini. Donc, à quel caractère correspondent les octets suivants? Voilà, il cherche. Ok, alors c'est parti. Donc on va se mettre ici, je vais les recopier. On va mettre ici une nouvelle ligne. Donc le flag 1 en clair, mais si la clé c'était que des E, donc je l'appelais clé E par exemple. Qu'est-ce qu'on aurait? On aurait un O, on aurait un L, on aurait. Alors le caractère del. Caractère del, par exemple, c'est pas un caractère imprimable. Donc le E ne tombera pas ici. C'est déjà pas une position possible pour le E. Ok. On a la collade fermante ici. Alors c'est pareil, là, il y a peu de chances que le E tombe ici. Parce que généralement, les flags sont de la forme des lettres, une parenthèse, enfin accolade ouvrante, accolade fermante avec quelque chose entre les deux, mais il n'y a pas d'accolade fermante comme ça dès le début. On pourra peut-être exclure. Ici, on a un C majuscule, HH. Alors là, on retrouve notre accolade ouvrante, mais c'est évident puisque tout à l'heure on l'avait déjà trouvé. Ok. RK underscore, R majuscule, K underscore. Donc tout ça, c'est des caractères possibles, hein. Les underscores, c'est des séparateurs dans les flags. Bon, donc ce ne serait pas surprenant qu'on tombe sur des underscores. C'est peut-être d'ailleurs un indice. On verra tout à l'heure. Donc on a le V, on a un O ici. Hop, ensuite on a un M. Alors, ici, on aurait une accolade fermante. Ça, c'est un peu bizarre parce que normalement, c'est que à la fin du flag. Il n'y a pas d'accolade fermante à l'intérieur des flags. Donc, certainement que c'est une position pas possible pour le E. OK. Ensuite, donc j'ai S minuscule,
C majuscule, accolade ouvrante. Donc ben là encore, c'est un peu bizarre de trouver une accolade ouvrante à cette position. T minuscule. Hop là. Alors ensuite, on a quoi? On a du U, on a du B, oups, on a du U, du B, du I, du O, du KRC, ok, K, R, C majuscule, inférieur, et l'accolade fermante. Inférieur à la fin, c'est peut-être bizarre aussi, mais bon. Ok. Alors, il y a donc des positions, si la clé se répète, il y a des positions où le E ne sera probablement pas. Ici, on a dit, ici, alors ça, tout ça c'est possible. On a dit que ici, c'était pas trop possible. Ici, non plus, c'est pas trop possible. Bon, celle-là, il y a un doute. Bon, on va dire que c'est pas possible. On n'est pas tout à fait sûr. Bon, on va pas le mettre, comme on n'est pas sûr. Alors, ben maintenant, en fait, on peut faire des checks, hein. On sait déjà qu'il y a trois positions possibles, c'est pas énorme. On peut peut-être essayer pour voir si ça collerait. Alors, imaginons que, enfin, que la clé fasse trois lettres, par exemple. Donc, le E se répète toutes les trois lettres. Donc, ici, il y a une lettre inconnue, inconnu, E. C'est possible. Inconnu, inconnu, E, c'est possible. Dans l'autre sens, inconnu, inconnu, E, c'est possible. 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 Inconnu, inconnu, E, on le savait déjà. Ok, donc une taille de 3, bah, ça pose pas de problème. C'est possible. Très bien. Alors, on va voir avec une taille de 7. Peut-être que 7, on pourra l'éliminer. Donc, inconnu 1, inconnu 2, inconnu 3, inconnu 4, inconnu 5, inconnu 6, inconnu 7. Bon, là après, mais en tout cas, c'est possible. Alors maintenant, voyons voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, là, on tombe sur une position impossible pour la septième lettre. Vous voyez, si la clé faisait 7 octets, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, au moment de répéter la clé, ici, on tomberait sur un E, sur le caractère E pour la clé. Or, c'est pas possible parce que sinon, on aurait une accolade fermante et normalement, on n'a pas les accolades fermantes à cet endroit-là. Donc le 7, on peut peut-être l'exclure. Après, bon, là, on tomberait quelque part par ici. Bon, on va le faire quand même. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, c'est possible. Par contre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors là, ça ne pas possible non plus. Ok. Donc je pense qu'on peut exclure le 7 comme longueur. On n'a plus que deux possibilités pour la longueur. Donc ça, c'est déjà pas mal. Ok, donc maintenant, eh bien, on va faire la même chose, mais pour le deuxième flag. Donc, jusqu'ici, on sait que ce sera la même chose parce que les flags ont le même début. Donc, si j'essaie de les déchiffrer avec la même clé, hein, des E partout, évidemment que je vais trouver la même chose. Euh, alors, je mets ici, ouais, c'est flag 2, ok, je l'avais déjà mis. D'accord, donc, on récupère toute la chaîne déchiffrée avec que des E. On va la donner à Gemini. On va voir ce qu'il nous donne. Voilà. Donc, et, et cette chaîne-là. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, on retrouve le début, ça sans surprise. Donc tout ça, c'est identique jusqu'à l'accolade. Ok, on est d'accord. Maintenant, c'est après que ça nous intéresse.
Donc ici, on a quoi? On a Z, on a A, on a I, on a O, on a le Q majuscule. Ensuite, on a un L, accolade fermante. L, pas de chance, parce que l'accolade fermante qui était pas possible, ben, on l'avait déjà trouvé tout à l'heure. Donc ça va pas nous avancer plus. Q, M, Y, Q, M, Y. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres choses qui pourraient nous aider? J'ai pas l'impression pour l'instant. C, E, C majuscule. M, L, Y, S. L, Y et S. Alors, ce que je peux faire, c'est que dans le message clair ici, on sait déjà, hein, ça, je ne l'avais pas reporté tout à l'heure, mais on le sait, que ici on a l'accolade ouvrante et que tout à la fin, on a l'accolade fermante, mais on sait déjà que la clé, c'est un K en fait. Donc, effectivement, quand on essaye un E, on tombe sur le comme clé, on tombe sur le S, mais c'est pas bon. On sait que le E, il n'est pas là, puisqu'on sait que c'est le K. Ok, alors malheureusement, les positions impossibles pour le X, c'est pour le E, pardon, c'est celle-là, mais on l'avait déjà trouvé, donc ça va pas nous aider. Ça va pas nous aider. Et ici, c'est pareil, on avait déjà trouvé. Bon, alors, ce qu'on va essayer de faire, comme dans le flag 2 chiffré, on a trouvé le K, ici, ce qui n'était pas le cas tout à l'heure, hein. On ne sait pas où se trouve le K de la clé par rapport au flag 1. Par contre, on sait au niveau du flag 2. Donc, regardons s'il n'y a pas des positions impossibles pour le K. Alors, je vais mettre flag 2, mais cette fois-ci, on va faire donc le même exercice, mais en considérant que la clé n'est constituée que de K. Ok, alors, je retourne ici et je lui dis cette fois-ci d'appliquer un XOR avec seulement des K. Je rafraîchis. Vous connaissez maintenant notre petite routine. Je recopie tout ça, je le donne à Gemini. C'est bien, Gemini ne se plaint pas, alors qu'on lui demande tout le temps la même chose. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a du A, on a du B, on a du Q et du S. Donc déjà, la clé K pourrait se trouver sur l'une de ces deux positions. Cette fois-ci, c'est plus des caractères bizarres. Donc ensuite, on a le MFFU. Donc M, F, F, U. T, O, G. T, O, G. A. Après, on a l'underscore. Alors, l'underscore, on l'avait déjà eu tout à l'heure. Donc, c'est pas vraiment surprenant, hein, c'est classique pour séparer les mots dans les flags. Ah, bah d'ailleurs, là, on a un B, on a un S, on a un deuxième underscore ici. Alors là, ça pourrait militer pour une clé de longueur 3, hein, puisque là, on aurait K quelque chose, K quelque chose. Et du coup, on aurait un mot de deux lettres ici, séparé par deux underscores. Bon, c'est une possibilité. Il n'y a rien de sûr pour l'instant. On va déjà essayer de vérifier. Donc C, W, M, K. Ensuite, M, C, B, W. C, B, W. Et l'accolade fermante qu'on
connaissait déjà ici. Euh, alors, bah là, c'est un petit peu embêtant parce que finalement, il n'y a pas de position interdite pour le cas. Où que le cas tombe, hein, on regarde cette deuxième ligne, eh bien, les caractères sont tout à fait plausibles. On ne peut pas éliminer une des longueurs de clé en mesurant des distances. Ok, bon bah il nous reste plus une seule solution, c'est d'essayer les deux cas. On n'a que deux possibilités à essayer, donc c'est pas non plus la fin du monde. Et puis comme ça, on verra bien ce que ça donne. Alors, imaginons que donc, on va commencer bien sûr par la clé de 3. Bon, c'est la plus probable, hein, parce que pour déchiffrer des flags aussi courts, une clé de 21, ce serait quand même pas très sympa, hein. Une clé de 3, c'est tellement plus simple. Alors, le truc, c'est que donc on a quelques positions très intéressantes, hein. Si on regarde ici, on sait que euh, le E, donc si on part du principe, hein, que c'est une position 3, que c'est une longueur de clé de 3, le E il va être ici pour la clé, il va être ici pour la clé. Il va être aussi ici, il va être aussi ici. Bon, ça on avait vu tout à l'heure que c'est une position impossible, mais maintenant ça ne nous intéresse plus. Il va être ici. C'est pareil, là, une, deux positions, il va être là. Une, deux positions, il va être là. Une, deux positions, il va être là. Et il va être là. Pareil pour le cas, on sait qu'il va être ici. Donc là, c'est un cas. Un, deux, ici, c'est un cas. Deux, ici, c'est un cas. Alors, je vais mettre. Voilà, on aligne. Ici, c'est un cas. Ici, c'est un cas. Ici, c'est un cas. Un, deux, ici, c'est un cas. Ok. Donc ici, c'est un cas. Ok. Mais du coup, on peut aussi reporter les positions du E ici. Donc là, on a le E. On a donc un E ici. Là, je crois qu'il a fait une erreur. J'ai fait une petite erreur. Alors, attendez. Hop, hop. Donc le K, il n'est pas là, puisqu'il y a deux positions. Donc il est plutôt là. Du coup, il n'est pas là, mais il est là. Il n'est pas là, mais il est là. Il n'est pas là, mais il est là. Ok, donc maintenant les K sont corrects. Les E, donc un, 2 positions, c'est bon. Un, 2. De toute façon, bon, le E est après le K. Voilà. Donc à chaque fois, je mets mon E après le K. Ok. Et puis ce qu'on peut faire aussi, c'est que on peut commencer à déchiffrer un peu le message clair parce que euh, on va avoir, on va avoir une partie de chacun des flags. Alors justement, on va utiliser notre petit outil. Donc ici, on va faire une tentative message clair 1 et une tentative message clair 2. Alors, euh, test 1 et ici test 2. Qu'est-ce qu'on va mettre dans test 1? Eh bien, on va faire comme si, alors, d'abord, comme ça, et voilà, test 1. D'abord un petit peu de mise en forme, puis après on réfléchit. Test 2. Alors, dans test 1, on va faire comme si la clé, c'était, donc on sait qu'elle commence vraisemblablement par K, E et une lettre. Donc, on va faire un XOR, puisque c'est réversif, hein, le XOR, entre
le flag 1 binaire et une clé. Et d'ailleurs, on va faire séparer les octets. Voilà. Sauf que cette fois-ci, au lieu de se contenter d'une lettre, comme on connaît deux lettres, ben, on va mettre deux. Mais on sait qu'il y en a une troisième, puisqu'il y a une longueur 3. Mais on ne la connaît pas par contre. Donc je vais mettre X. Voilà. On va voir ce que ça donne. Et je vais faire la même chose pour le deuxième flag. Et on va essayer, on va voir ce que ça nous donne. Voilà. Donc ça nous donne des binaires, mais ce que je veux maintenant, ça va être bien sûr la chaîne de caractères correspondante. Donc on va demander encore à Gemini. Alors, qu'est-ce qu'il nous donne? Donc une première tentative, ce serait A, L, B, S, C, U, F. Ouvrez la collade. Ouvrez la collade. O, E, underscore. K, A, M, accent grave. Bon, je vais mettre comme ça. I, S, accent circonflexe. C'est pas le C. Voilà. Il m'a viré le S, bien sûr. Donc je le remets. U, T, H, L. U, T, H, L. I, R, E, R. Encore un accent circonflexe. Bon, bien sûr, ça c'est pas bon. 2 et la collade ici. Alors, on sait qu'une lettre sur 3 n'est pas correcte, puisqu'on a mis X au hasard. Donc, ce que je vais faire pour matérialiser ça, je vais les remplacer par des points d'interrogation. Parce que celles-là, on ne les connaît pas. Comme par hasard, ça vient des accents circonflexes. Voilà. Bon, ça commence à ressembler quand même à un flag, là, hein, notre chaîne. On pourrait même intuiter qu'il y ait quelque chose comme CTF ici. Là, on a un mot visiblement de deux lettres qui finit par E. Donc ça peut être le, ça peut être de, ça peut être ne, ça peut être me. Ouais, enfin, ça peut être beaucoup de choses en fait. Am. Alors là, c'est probablement une consonne. Hmm. Bon, il y a un 2. Alors le 2 là, justement, ça fait pas partie d'un mot. C'est peut-être juste un chiffre. Donc probablement qu'ici, on va avoir un underscore. Mais voyons voir pour le flag 2 ce que ça nous donne. Il y aura peut-être plus d'indices. On commence à se rapprocher du but là. Alors, je copie tout ça. Je vous demande un dernier effort à Gemini. Alors, c'est parti. Donc, on a A, L, sans surprise. Donc, le troisième, on ne sait pas ce que c'est. Ensuite, on a S, C. De toute façon, ça, c'est comme tout à l'heure, hein. Donc, enfin, tout le début, on sait déjà que c'est le même début. Ok, ce qui nous intéresse, c'est après. Donc, celui-là, on ne le connaît pas. Après, c'est un O et un I. On ne connaît pas. Le R tombe sur la troisième position, donc on ne connaît pas. Par contre, ici, on va avoir un underscore L. Donc ça, on connaît. Caractère accentué bizarre, on ne connaît pas. Ici, underscore M, c'est bon. Le D, je le remplace par quelque chose que je ne connais pas, hein. Une lettre sur trois, on ne connaît pas. ME, ça, on connaît. L'accent circonflexe, on ne le connaît pas. CL, on connaît. Ça, on ne connaît pas. Et après, accolade
fermente. Voilà. Ok. Donc maintenant, ben, il suffit de deviner ce que ça pourrait être. Alors il y a plusieurs façons. On peut se dire, tiens, ben, celui-là c'est probablement un T majuscule. Moi je parierais bien ici pour un underscore aussi. Ok, ben, partons sur le T majuscule. Alors ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va demander à Gemini quel est le binaire pour le caractère T majuscule. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on sait? On sait que, donc je vais le noter quelque part ici pour ne pas le perdre, le T majuscule, c'est ça. On sait que le T majuscule, il se retrouve en face ici de cet octet-là. Hein, c'est après le C majuscule. Voilà. Donc, on va essayer de faire un XOR entre le texte chiffré, donc ça c'est le secret en fait, hein, et le T majuscule. Et du coup, qu'est-ce qu'on va trouver? Alors, ça fait 0, il n'y a pas d'espace, 1, il n'y a pas d'espace, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Ok, on va demander quel est le code. Donc, à quoi correspond le code binaire Y? Ok, donc ça c'est un Y. Ça veut dire que si notre hypothèse est bonne, dans la clé ici, on a un Y à cette position-là, hein, donc à celle-ci. Et grâce à ça, le chiffré plus le Y donnera bien la lettre T. Alors, ce qu'on peut essayer de faire pour vérifier notre hypothèse, maintenant qu'on a la troisième lettre, ben, on va remplacer ça par notre troisième lettre et on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Je rafraîchis. Je colle tout dans Gemini et on va voir s'il a trouvé quelque chose d'intéressant. Voilà. Dans Gemini, pardon. Alors, à quel caractère correspondent les octets? Alors, le message devient beaucoup plus lisible et clair. Ah, cool. ALCS CTF, ne jamais utiliser de. Alors, voyons voir maintenant le deuxième morceau, le deuxième flag. Et roulement de tambour. Donc AL, CTF, donc on était à deux fois la même clé. Voilà. Ah, et ben je pense qu'on a trouvé. C'était un peu laborieux, hein, c'est pas facile. Alors du coup, c'était ici un C, ici un T. Ah, on va commencer peut-être par le premier. Donc c'était ne jamais underscore utiliser. Ah maintenant ça semble évident.
ne jamais utiliser deux fois la même clé. Voilà, alors juste pour info, ALCS, ça veut dire apprenons la cybersécurité, c'est le nom de la chaîne évidemment, puisque c'est moi qui ai construit ce petit CTF. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura appris des choses. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. C'était peut-être un petit peu compliqué, mais j'espère que c'était quand même un peu amusant. On arrive à la fin de la vidéo, donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à vous abonner si vous le souhaitez. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien et vive la cyber.